On a pour combien de temps? Ah, c'est vous qui voyez. Ah bon? Mais bon, non, on peut faire court. Hein. Oui, alors, oh là là, cher auditeurice, on est direct. Oui, on est direct dans le truc. Alors, dans la série, donc vous en avez écouté plusieurs déjà, dont des tables rondes, des interviews. Et aujourd'hui, on est dimanche matin, c'est pas encore la folie. Et je suis sur le stand de Nemos avec Nathalie Veil. Madame Nemos, on peut dire. Alors déjà, c'est une déclaration d'amour pour la maison d'édition. Excusez-moi, monsieur Nemos, c'est pas du tout une tentative indécente avec un micro, ce serait très déloyal. Mais c'est terrible. Je montrerai la photo de ma bibliothèque, mais elle est embellie grâce à Nemos. Et puis les auteurs aussi, parce qu'il n'y a pas que des beaux livres, aussi du poche, il y a de tout ça. C'est une maison d'édition indépendante et qui publie plus de 30 livres par an. Oui, 35 à peu 35, près. Et qui a une magnifique histoire. Alors ça fait du bien en ce moment où on a des gros coups au cœur quand on voit ActuSF qui s'en va. Et ça fait du bien de parler des maisons qui vivent et qui évoluent. Oui, on essaye. Ouais. Donc vous êtes combien déjà ? Alors, on est une équipe de toute façon. Hein. On est deux essentiellement, mon mari et moi. On est entouré après d'éditeurs. On a quelqu'un qui s'occupe de la communication, relations libraires. Et puis, c'est les auteurs aussi avant tout. Oui, voilà, c'est avant tout les auteurs, bien sûr. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup parler aux auteurs, mais j'aime toute la chaîne du livre, tous les gens qui en vivent, qui vivent d'eux, oui, et que vous nous faites vivre aussi. Mais un éditeur n'est rien sans ses auteurs. C'est ça. Donc, voilà, donc les auteurs. Et puis on a aussi des personnes qui s'occupent, qui sont pour nous en freelance, on va dire, sur tout ce qui est aide correction, maquette. Oui, c'est un métier que j'ai pas encore. Il faudra que je rencontre ce genre de personnes qui peuvent être traducteurs, correcteurs. Ils font un peu de tout. Ils sont multicasquettes. Voilà. C'est les mêmes depuis longtemps. Hein. On travaille avec souvent les mêmes personnes parce qu'on aime bien, ça se passe très bien. Et puis, dans notre cas aussi, puisqu'on est une maison d'édition en librairie, on a la diffusion et la distribution, qui est quand même obligatoire, une phase parce qu'on trouve Nemos essentielle partout. Pour avoir les livres en librairie. Donc c'est un peu tous les intervenants. Eh ben on les salue tous. Voilà. On va pas les nommer tous un par un, mais on les salue tous pour leur travail et qui aboutit à ce superbe stand où on a plein de choses. Il n'y a pas tout, hein. On ne peut pas tout amener parce que vous êtes toute seule avec vos petits bras. Là, oui, et puis même il faudrait plusieurs tables, donc on se concentre plutôt sur les nouveautés et puis les choses de l'année, quoi. Avant de parler de l'histoire de Nemos, qui est fascinante, et un petit peu de son fonctionnement et sa place dans l'environnement culturel et économique, faut quand même pas l'oublier parce qu'il faut de ça. C'est quoi les deux grandes nouveautés sans vexer personne parce qu'il y a plusieurs collections en fait. Oui, on a plusieurs collections. Après, les plus récentes et celles qui vont sortir, je dirais même la semaine prochaine ou que j'ai là en avant-première sur le stand. Là, alors en avant-première, ce sera Oriane Velten qui sort un nouveau roman qui s'appelle Simca. Oriane, elle avait publié son premier roman en 2021. Elle avait eu le prix des Utopiales à ce moment-là pour After. On a une jeune autrice qui était là hier, qui s'appelle Ina Ciel. Alors là, c'est plutôt dans notre collection Young Adult, donc qui vient de publier son premier roman, qui s'appelle Emblème. C'est un tome 1, il y aura le tome 2 l'année prochaine. Et puis dans les récents, on a l'Humanité Femme. Alors ça aussi, c'est je le prends en même temps pour de Johanna Russ. C'est une autrice indispensable à avoir lu, qui a vraiment... Préface de Stéphanie Nico d'ailleurs. Ouais. Donc ça sort tout la semaine prochaine en gros. Ah, d'accord, et puis on a des nouveautés récentes. Il faut me le rajouter alors.
ça vous dérange pas. Bon, et bien d'autres qui sont sortis il n'y a pas longtemps, mais voilà, ça c'est ceux qui vont Parce arriver. Que Mnemos, vous avez du classique, des ressorties pas intégrales, mais sur des thèmes avec beaucoup, des beaux livres. Oui, alors on a une collection, ce qu'on appelle plus patrimoniale, qu'on fait sous forme d'intégrale, d'auteurs, souvent d'auteurs anglo-saxons qu'on trouve indispensable d'avoir lu, parce que c'est des auteurs qui ont fait la science-fiction, qu'on trouve plus souvent parce que soit ils ont été édités en poche et les poches sont plus disponibles, on trouve un tome 1, pas un tome 3, donc et c'est ce qui a vraiment fait aussi effectivement l'histoire de la science-fiction. Donc c'est des gros pavés en général, puisqu'on regroupe Brunner, les frères oui, on a du Herbert, Niven, Farmer, voilà. Donc c'est effectivement, on regroupe les différents tomes d'un même tout lié au même univers, et ça donne des intégrales, ce qu'on appelle nos intégrales. Et moi je le dis souvent, je le répète tout le temps, ça doit vous agacer, mais pour moi c'est la Pléiade de la SF, si littéralement. En tout cas, ils sont magnifiques. Faites attention, ou pas. Et on va parler maintenant de Mnemos, l'histoire de Mnemos qui remonte à plus d'une trentaine d'années. Bientôt, on va fêter effectivement les 30 ans dans 2 ans. Donc Mnemos, ça a démarré d'abord du jeu de rôle où il y avait, c'était un groupe d'amis, créateurs de jeux de rôle. 92. 92 même, voilà. Ouais. Donc ça a un peu commencé comme ça par les jeux de rôle. Et après, ça a été des auteurs de jeux de rôle qui ont voulu vraiment, qui voulaient se lancer dans le roman, et qui ont choisi de faire des romans dans leurs univers de jeux de rôle. Ça a commencé comme ça, et puis ça a continué parce que on était un peu au départ, on a commencé à faire du poche directement. On était un peu à contre-courant là. Vous avez commencé par le poche. Je sais pas. En tout cas, c'était un peu au feeling. Oui. Donc, on a commencé par du poche. Peut-être par humilité aussi, parce que les romans issus de jeux de rôle, c'était sous licence ou c'était des originaux ? Non, c'était des jeux de rôle développés par nos créations de jeux de rôle à l'époque. Voilà. Mais y a eu ça, il y a eu d'autres auteurs qui sont arrivés aussi, eux, avec vraiment pas forcément sur des jeux de rôle, mais des romans inédits qui nous ont proposés. Et puis c'est parti comme ça. Après, on se lançait dans le milieu du livre, alors que c'est pas le même que le jeu de rôle, c'est pas les mêmes canaux de distribution. Donc on a commencé comme ça, en faisant des poches, en faisant nous-mêmes la distribution, la diffusion. Vous étiez déjà professionnel à fond, déjà à l'époque du jeu de rôle, ou vous faisiez ça en plus d'autres travaux ? Non, le jeu de rôle, c'était déjà une activité qu'on avait, à temps plein. avec une société pratiquement à temps complet. Et puis les livres sont arrivés comme ça, et puis ça a progressé. On a on a été différentes équipes sur 30 ans de maison, plusieurs personnes qui ont fait Mnemos, bien sûr. On n'a pas été tout seul à faire Mnemos. Et puis maintenant, on a évolué aussi en fonction du marché, bien sûr. On a une période où on faisait pas mal de traductions. On a quand même, notre ADN, c'est quand même vraiment les Français, et on a été lancé par la fantaisie francophone en fait, qui à l'époque n'était pas très très présente, donc on a vraiment trouvé notre créneau dans ce domaine-là, ce qui est resté et ce qui reste encore ce qu'on fait, puisqu'on lance des nouveaux auteurs chaque année. Et puis ça évolue. On a maintenant une distribution établie depuis un moment, mais et du coup, vous m'avez dit hier que le jeu de rôle refait son apparition, parce qu'il avait disparu. Alors, il y a une partie jeu de rôle, effectivement, qu'on travaille aussi, parce que c'est des... Voilà, ça fait partie des choses qui ont été, qui sont dans la passion des gens qui ont fait Mnemos aussi. Donc il y a et on sent un renouveau, une vibe jeu de rôle de plus en plus. Alors c'est vrai qu'il y a eu une phase un peu plus creuse. Je pense que c'est revenu aussi avec la possibilité des financements participatifs. Qui sont une manière de pouvoir faire financer les jeux et de les voir ensuite en boutique, parce que souvent ils vont jusqu'en magasin de jeux de rôle, mais la création revient, des éditeurs
sont arrivés depuis, mais non, on revient un petit peu dans le jeu de rôle parce que ça fait partie des choses. Sous la marque Mnemos ou c'est une autre encore Alors c'est une collection de Mnemos actuellement qui s'appelle Module. Module, d'accord. Et les festivals, c'est pas la majeure partie des ventes, bien sûr. Non. Mais cette rencontre, elle est avec les lecteurs, mais pas que. Ah, pas que, non. Elle est avec les auteurs. Alors, les auteurs. Et voilà. Et c'est ça. Effectivement, parce qu'en fait, on se rend pas compte, nos auteurs, ils sont partout, jusqu'en Martinique. Donc, en fait, nos auteurs, on les voit forcément en visio, mais pour les voir physiquement et sans se donner des rendez-vous et faire venir exprès nous, on est quand même en village, on n'est pas à côté non plus. Oui, parce que vous avez commencé à Paris. Oui. Parce que à l'époque, il fallait tous les services d'édition étaient à Paris, mais oui, à l'époque, quand on a commencé, on était encore dans. Il fallait faire les films pour l'impression. Il fallait des métiers qui n'existent plus. On envoyait en Cernam Cernam, le mot qui va parler aux très anciens. Je sais pas si ça existe encore. Non, je crois qu'ils c'était UPS avant. Oui, voilà. C'était en train. La Cernam, c'était le service colis de la SNCF. On pouvait envoyer nos films aux imprimeurs par train le soir, voyager la nuit pour arriver le lendemain. C'est fou. On envoyait des disques, des CD. Il n'y avait pas des floppy disques. Il n'y avait pas les PDF pour faire pour envoyer. Donc tout ça a changé effectivement énormément. Plus tout ce qui a pu se développer par Internet. Donc voilà, maintenant on peut être un petit peu plus à la campagne. Et donc nos auteurs, on les rencontre sur les festivals. Et donc ça permet d'être présent avec eux en salon, même s'ils peuvent être invités de toute façon seuls par les festivals. Mais nous, on aime bien aussi avoir un stand, les avoir avec nous, les voir, leur faire rencontrer les autres auteurs, tout le monde un peu aussi du milieu. Et puis on rencontre... les autres éditeurs aussi. Oui, alors le rapport avec les autres éditeurs, comment ça se passe ? C'est pas la proximité parce qu'on est à côté pendant 48 heures. Très bien. 20 heures de. En tout cas, en imaginaire, on se connaît tous. En imaginaire, vous connaissez tous ? Oui. C'est un petit milieu. Faites des petits repas le samedi soir. Bah voilà, hier on a mangé. C'est cool. À plusieurs. Donc non, à chaque fois c'est très sympa les salons pour ça parce qu'on peut se retrouver et ça se passe toujours. Dans une bonne ambiance et on est content de sortir un peu du bureau. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a un côté solitaire dans ce métier. Alors, malgré tout. Il y a un côté solitaire, même si on est en contact beaucoup avec tout le temps. Moi, je dirais mail et visio, mais c'est plus que on est dans notre rythme qui est quand même assez intense de production, de tout. C'est des grosses journées. La chaîne du livre, c'est des grosses journées. Donc le salon, c'est un petit temps un peu plus où on se pose un peu. Ouais, finalement, on se pose. Il y a la mise en place qui est un petit peu pénible, la logistique, mais sinon on se pose. On décroche quand même. On décroche. Au salon, j'arrive. Le téléphone, il est sur le côté. J'arrive carrément. Je n'ai pas ouvert l'ordinateur là, du week-end. Ouais. Et j'arrive à décrocher parce qu'on voit d'autres gens, il y a la musique. Oui, la musique, au début ça va, là, j'ai pas mis de fond sonore, c'est offert par le festival. Et puis les lecteurs, et moi je trouve que c'est vraiment de discuter avec les gens, de les voir venir, de les voir comment ce qu'ils vont regarder, l'effet des couvertures, le retour quoi. C'est très éclectique d'ailleurs. On n'a pas de librairie, on n'est pas libraire, donc on n'a pas ce retour terrain. Il y a ça aussi, ce fameux fantasme de l'éditeur libraire dont parle Jérôme Vincent dans son témoignage dans le C'est plus que de l'ASF de Loïc Chéry. Et vous avez d'ailleurs eu des épisodes de C'est plus de l'ASF consacrés à Mnemos. Il me semble qu'il a parlé pas mal. Il a eu Michael Rock. Des auteurs, oui. Il y a eu il y a pu avoir des mais choses spécifiquement, pas forcément. Mais je pense qu'il aime beaucoup Mnemos. Donc, effectivement, Jérôme Vincent disait que oui, c'était un fantasme de l'éditeur d'avoir sa librairie. C'est pas trop le nôtre en fait.
Peut-être une boutique de jeux de rôle, ça aurait été bien. Non, mais la librairie, c'est un autre métier, je pense. Mais c'est autre chose. Quand on peut, il faut s'entourer de gens compétents. Ouais. Il faut aussi un lieu, il faut un tas de choses. Donc voilà, pour l'instant, ça ne fait pas partie de nos développements futurs. Bien sûr. Parce qu'on a déjà de quoi faire dans ce qu'on veut faire au niveau de l'édition. Ouais. Donc, ça complète le festival, parce que là, c'est un endroit de partage, de rencontres, surtout quand dans les librairies spécialisées. Oui. Et là, je pense que c'est là où on prend un peu le pouls du truc, quoi. Mais votre rapport avec les libraires, du coup, comme vous avez un diffuseur, vous n'êtes pas un peu éloigné, les libraires ? Il y a effectivement, après, on les a. Alors, on a des contacts directs avec les libraires, soit quand on va les voir en librairie, soit par mail certains. Donc oui. Ils vous sollicitent. Oui, et puis il y en a avec qui on a des échanges, parce que des fois il faut dépanner de quelque chose quand on organise des dédicaces ou des choses comme ça. Donc de toute façon, on a des contacts. Ouais. Après, c'est pas avec tout le monde, et c'est pas par rapport au nombre de librairies évidemment c'est compliqué. Mais oui, on a des contacts. Mais on parle pas forcément, c'est pas de demander ce que pensent les lecteurs, c'est varié en salon. Ça permet quand même d'avoir sur 2 jours. Oui, c'est vraiment les salons un peu plus de discussion, puis c'est sympa en général d'échanger. Et donc là, comme je disais, c'est très éclectique, même au niveau des illustrations. Vous, on voit que il y a beaucoup d'illustrateurs différents, il n'y a pas une ligne éditoriale d'images. Comment vous travaillez avec les ou illustratrices, bien sûr. Et c'est avant tout le livre, donc ça va dépendre du texte. Enfin, quand on c'est l'acte d'achat aussi. Oui, mais avant tout, c'est déjà d'avoir une couverture qui correspond à l'univers du livre, donc de savoir ce qu'on veut en dire par la couverture. Et puis je pense qu'esthétiquement, c'est quelque chose qu'on aime, ça. Par contre, vraiment travailler les couvertures. Dans la décision, qui c'est madame ou monsieur, c'est comment ça se passe Alors, c'est plutôt monsieur. C'est monsieur qui est plus sur l'esthétique des couvertures, d'accord. Après, les briefs sont faits. On demande toujours l'avis de l'auteur aussi, c'est-à-dire qu'on ne sort pas une couverture sans que l'auteur soit pas Vous sollicitez plusieurs illustrateurs ou un illustrateur sur plusieurs projets? En général, on a une idée, c'est-à-dire que quand on voit avec l'éditeur du livre, l'auteur, et puis nous dans les illustrateurs qu'on a ou dans ce qu'on voit comme image, on se dit ce style ça irait bien, et là on va chercher soit c'est quelqu'un qu'on connaît, une illustratrice, un illustrateur qu'on connaît, sinon ça arrive souvent qu'on les contacte, ça peut être un peu partout, pas uniquement en France, et puis on leur dit ce style correspondrait tout à fait, et puis on part sur un brief, et après il y a en général une étape de croquis, de préparation, bien sûr. Et puis mise en couleur après, et on peut faire retoucher s'il y a besoin. Et finalement, en général, ça se passe bien. Je dois dire que. Oui, parce qu'il y a l'illustration pour les livres un peu plus souples, mais il y a aussi pour les intégrales, notamment là, c'est la maquette. Parfois plus graphique sur les intégrales. Voilà, c'est superbe, franchement. Oh là, je crois le son monte. Le son monte. Et est-ce qu'il y a une question que j'ai oublié de vous poser? Ça, c'est la question piège de fin d'interview. Je ne sais pas, non. C'est gentil, mais je suis sûr que j'en ai plein, mais bon, tant pis. Pas grave, plein d'autres choses à aborder. Je reviendrai sur un autre salon. Non, dire aussi, je pense qu'effectivement, le marché de l'imaginaire, c'est beaucoup d'éditeurs. C'est des éditeurs qui arrivent aussi quand même sur le marché, on est quand même nombreux. Oui, il y a beaucoup de livres. Il y a de l'auto-édition, il y a de l'indépendant, il y a beaucoup d'éditeurs indépendants. On voit bien que c'est aussi une remise en question quand même régulière, je pense, je dirais, pour tenir et pour continuer. C'est pas un stress, j'espère, quand même. C'est pas un stress, mais on est obligé de faire attention à ce qui se passe autour de nous. Il y a des courants qui arrivent, alors on ne va pas tout changer pour se dire on va faire telle chose. On n'est pas dans la réaction tout de suite. Non, il faut tenir son cap, et tout en le maintenant l'affirmer, parce que du coup c'est Par exemple, les intégrales, là, c'est venu
de quelle réflexion quand ça fait combien d'années? Ça fait pas si longtemps que ça? Ouais, ça doit, je sais plus, mais ça doit faire presque au moins 7-8 ans. Ah, quand même. Ouais, d'accord. Les premières, oui. Et c'est venu justement des mouvements de... Il y a plein d'anciens auteurs qu'on ne trouve plus. Il faut les remettre en avant. Et c'est venu d'une réflexion. Un matin, vous êtes levé, vous avez dit, tiens, on ne trouve plus John Brunner. Oui, d'ailleurs, on ne l'a jamais trouvé sur certaines... La naissance de la décision, effectivement, c'est probablement de dire on pourrait faire ça. Et puis, vu la pagination... on est obligé de faire... après, on se dit, il faut faire des gros livres, donc cartonnés, costauds. Et pour les jeunes, vous parliez la dernière question. Après, j'arrête, je promis, parce que je vois des gens qui tournent autour du stand. Je veux pas faire rater des ventes. Les nouveaux auteurs, donc vous faites ce travail-là, vous allez les chercher. Maintenant que Nemo c'est quand même bien installé, puis il vous propose les manuscrits. Oui, alors c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de manuscrits, que pour l'instant on avait un peu fermé la réception des manuscrits parce qu'on peut pas tout lire, c'est impossible. Ça demande de faire des choix forcément. Donc les auteurs, on a déjà tous nos auteurs, tous nos auteurs autrices à suivre, et donc même si eux ont un rythme complètement différent, et c'est vraiment en fonction de ce qu'ils font à côté. Par exemple, Michael Rock, il n'est pas que chez vous. Non, et voilà, il y en a qui vont avoir un roman à un moment donné, ou quelque chose qui correspondra effectivement à Mnemos. Des fois, c'est pas pour nous. C'est ça. Donc déjà, nos auteurs et nos autrices, ça fait déjà le fond, je dirais. Après, on arrive sur une année, on a 2-3 nouveaux auteurs, et là... 2-3, c'est beaucoup quand même déjà. À lancer, oui, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Même. Donc là, effectivement, c'est soit sur manuscrit, parce que des choses qu'on a eues, ou alors qu'on nous propose... parce que ça peut arriver en salon, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Des rencontres. Et effectivement, sur manuscrit, oui. Bravo. Voilà. Franchement, je renouvelle mon admiration sur l'éclectisme que je n'avais pas encore tellement exploré. J'avais même pas capté que Cerruti, le bâtard, c'était chez vous. C'est pour dire. Je suis vraiment... je suis une quiche. Mais d'un autre côté, voilà. Non, et puis mon banquier va vous appeler, a priori. Il va vous blacklister. Si ma carte bleue passe pas, c'est qu'il vous a repéré. D'accord, on essaiera de faire d'augmenter le crédit. Et malheureusement, le prix du livre, ça a dû être il a augmenté un petit peu, forcément. Parce que entre toutes les augmentations du papier... Même en dehors de l'inflation, ça traîne depuis un bon moment. Oui. Et voilà. Donc, j'ai encore plein d'autres questions, mais je les réserve pour une prochaine rencontre. Voilà ce que j'allais dire, il y aura d'autres occasions. C'est ça. Merci beaucoup. Merci bien. Et bonne fin de festival. Enfin, là, on est au milieu. Ouais. Bon courage. Merci. Savez-vous chanter, Maître Hobbit? Eh bien... oui. Enfin, c'est bien pour les miens. Mais nous n'avons pas de chansons qui conviennent au château. Et autant de malheurs. Pourquoi pareille chanson ne conviendrait-elle pas à mon château? Approchez, veuillez chanter. La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends, à travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit. Brumes et nuages, noyés dans l'obscurité, tout va se mêler. Oh, tout va. And there are many paths to tread, through shadow, to the edge of night,
the stars are all alight. Mist and shadow, cloud and shade. The world was young, the mountains green, no stain yet on the moon was seen. No words were laid on stream or stone when Durin woke and walked alone. He named the nameless hills and dells. He drank from yet untasted wells. He stooped and looked in Mirror and saw a crown of stars appear as gems upon a silver thread above the shadows of his head. The world was fair, the mountains tall, in elder days before the fall of mighty kings in Argo throned and Gondolin, who now beyond the western seas that passed away, the world was fair in Durin's day. A king he was on carven throne in many pillared halls of stone, with golden roof and silver floor and runes of power upon the door. The light of sun and star and moon in shining lamps of crystal blue, unlimit by cloud or shade of night, there shone forever fair and bright. The hammer on the anvil smote, their chisel clove and graver wrote. Their forged was blade and bound was hilt, the delver mined, the mason built. Their peril hurl and noble veil and metal wrought, like fishes' veil, buckler and course at axe and sword, and shining spears were laid in ward. Unwearied then were Durin's folk, beneath the mountains' music walk. The harper's harps, the minstrels sang, and at the gates the trumpets rang. The world is grey, the mountains old, the forges fire is ashen cold. No harp is rung, no hammer falls, the darkness dwells in Durin's halls. The shadow lies upon his tomb, Moria in casa doom, but still the sunken stars appear in dark and windless Mirror. There lies his crown in water deep, till Durin wakes again from sleep. Galaxy Pop, la culture
jusqu'au bout des ondes.